Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel au Plateau. Plusieurs sujets ont animé cette réunion, notamment les grèves récurrentes de la fonction publique. Le ralentissement constaté des opérations de dédouanement au corridor de Noé, plus de 152 camions de marchandises sont bloqués depuis ce 1er novembre. Cette situation engendre à ce jour près de 1,5 milliard de francs CFA de pertes financières. Et puis l'organisation de la COP25, le Brésil a annoncé ce mercredi son refus d'accueillir la réunion en 2019. Une déclaration qui intervient à quelques jours de l'ouverture de la COP24 qui se tiendra en Pologne du 2 au 14 décembre prochain. Bienvenue dans ce journal. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel au Plateau. Au sommaire de cette réunion, la filière EVA, la nouvelle politique de salubrité de la ville d'Abidjan, la stratégie nationale de l'état civil et les grèves récurrentes à la fonction publique qui font d'ailleurs l'objet de mesures prises par le gouvernement. Le compte-rendu de Awa Touré. L'enregistrement de toutes les naissances inscrit au rang des priorités du gouvernement quand on sait que 35% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à l'état civil. Le Conseil des ministres ce mercredi 28 novembre a ainsi décidé de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. La stratégie nationale de l'état civil et de l'identification vise à mettre en place un système de collecte et d'enregistrement de l'ensemble des événements d'état civil sur tout le territoire national à travers tous les centres de santé ainsi que dans les consulats et les représentations diplomatiques. Ce système permettra de générer automatiquement un numéro unique d'identification, non seulement pour chaque Ivoirien vivant sur le territoire national ou à l'extérieur, mais également pour les non-ivoiriens résidents ou de passage en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a également fait le point sur la situation des revendications sociales dans le secteur public. Le gouvernement, dans le souci d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, a procédé au déblocage des salaires depuis 2014 et a pris la décision de payer à 100% les mesures actées qui étaient partiellement payées depuis 2009. À ce jour, toutes les évaluations du processus sont relevées et saluer les efforts fournis par le gouvernement relativement au respect de ses engagements estimés à 200,8 milliards de francs CFA par an. Bien qu'ayant bénéficié de tous ces acquis du protocole d'accord portant trêve sociale, notamment le paiement du stock des arriérés, la bonification indiciaire, certains syndicalistes entendent remettre en cause les clauses de la dite trêve dans laquelle ils se sont engagés de façon claire et sans ambiguïté. Devant cette situation, sans toutefois rompre la voie du dialogue, le Conseil a arrêté les mesures suivantes. 1. Le rejet catégorique de toutes les revendications à caractère financier pouvant impacter le budget de l'État. 2. L'application des dispositions légales et réglementaires et suspension du bénéfice des acquis de la trêve sociale pour tous les secteurs dont les syndicats d'agents ne respectent pas leurs engagements. Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la nouvelle politique de propreté de la ville d'Abidjan, bientôt lancée. Depuis le début du mois de novembre, le Centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosciuin reçoit environ 30% de l'ensemble des déchets produits sur le territoire du district d'Abidjan et ce centre sera complètement ouvert à la date de la fermeture officielle de la décharge publique d'Akwedo. Prévu pour démarrer le 15 décembre 2018, le jour de la cérémonie officielle de lancement de la politique nationale de propriété dans l'agglomération d'Abidjan, le processus de fermeture de la décharge publique d'Akwedo donnera naissance à un grand parc urbain de plus de 150 hectares. Face à la chute continue des cours mondiaux de l'EVA depuis 2012,
Des mesures d'appui à l'amélioration des performances de cette filière ont été prises. L'appui à l'accroissement par les opérateurs eux-mêmes de la capacité nationale d'usinage en vue d'absorber toute la production locale. Cet appui se fera à travers des conventions spécifiques d'investissement avec l'État, prenant en compte l'octroi de crédits d'impôt sur une période maximale de 5 années. La prorogation de l'arrêté portant conditions d'exportation des fonds de tasse, l'appui à la mise en place d'un collège des producteurs en vue de la constitution de l'interprofession EVA. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté un projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire. Il s'agit ici d'encadrer le contenu et les messages publicitaires à travers la mise en place d'un cadre global et unique de régulation du secteur de la publicité. Des infrastructures routières, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procédera demain au lancement officiel des travaux de prolongement de l'autoroute Thiébissou-Boaké. Cette autoroute longue de 95 km devra être réalisée dans un délai de 36 mois. Léon Brou. National A3, route d'Abidjan au pays de l'Interland. Le tronçon Thiébissou-Boaké, 65 km, maintes fois réhabilité, mais toujours dégradé. Il y a assez de trous. Il faut qu'on fasse attention en roulant. On ne peut pas faire une certaine vitesse aussi. Chaque fois, il y a accident. Et ce n'est pas ici seulement. Ce mauvais état de la route, pas seulement une peine pour les usagers. C'est un frein à l'économie nationale et sous-régionale. Tout le trafic qui part d'Abidjan, par exemple, pour le nord de la Côte d'Ivoire, ça passe par Thiébissou-Boaké. C'est la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire. Si cette route-là est bloquée, le port ne sera pas compétitif. Que l'État utilise plutôt de l'argile, mélangé du gravier et puis bien bétonner ça. On pense que ça va tenir par rapport au goudron qui est utilisé là. Côté gouvernement, solution pérenne. Réhabilitation complète du tronçon Thiébissou-Boaké dans le cadre du nivellement de la nationale A3. Cerise sur le gâteau, prolongement de l'autoroute de Thiébissou à Boaké. Toutes les agglomérations déviées par l'autoroute, inquiétude pour certains riverains, pour d'autres, aucun inconvénient. On ne va pas gagner client pour payer marchandises qu'on vend. Moi, personnellement, ça m'arrange. Puisque mon village se trouve près de l'autoroute. Toutes les grandes villes vont y atterrir par des échangeurs. À Boaké, ce bitume additionnel et les dizaines de kilomètres déjà offerts par le président Alassane Ouattara sonnent l'émergence. La route fait le développement d'un pays. La route fait que le transporteur aussi, il devient un vrai transporteur. On est très content. J'ai déjà même appelé tout, Bémi, Sakassou, Kachola, Dabakala, j'ai appelé tous les transporteurs demain pour une mobilisation totale. Jeudi 29 novembre 2018, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance à Boaké les travaux de l'autoroute Thiébissou-Boaké. 95 km à réaliser en 36 mois pour 158 milliards de francs CFA d'investissement. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué reçu de la CIE. Perturbation du réseau électrique dans la région du Tongpi. La compagnie ivoirienne d'électricité informe son aimable clientèle que suite à un accident de la circulation sur le tronçon Mans-Danané, un pylône du réseau haute tension sur lequel sont accrochées les lignes transportant l'électricité a été percuté par un camion. Cet accident a provoqué l'indisponibilité de la ligne de 125 kV Bouillot-Mans, occasionnant ainsi l'interruption de la fourniture de l'électricité dans les villes et localités environnantes de Mans, Danané, Toulepleu, Dieukwé, Guiglo, Biancouma, Bangolo et Logoualé. Les équipes sont mobilisées pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. La direction générale de la compagnie ivoirienne d'électricité. À présent, la coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso pour la première édition du SABEL, le salon de l'élevage du Burkina Faso ouvert ce 27 novembre à Ouagadougou. La Côte d'Ivoire est à l'honneur, une participation pour la promotion de l'élevage et la valorisation des produits animaux et halieutiques par la création d'une plateforme de rencontres et d'échanges entre les acteurs de ce secteur. Jean-Luc Bangbo. C'est une autre illustration de la belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Le parrainage par le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques de la première édition du Salon de l'élevage en terre burkinabé. Une participation ivoirienne qui vient rappeler notamment la vitalité des échanges entre les deux pays en matière de produits d'élevage. Ce sont plus de 86 000 têtes de bovins et 166 000 têtes de petits ruminants qui sont partis du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. Les échanges portent également sur la volaille traditionnelle pour environ 60 000 têtes en 2015, avant bien sûr la survenue de la grippe aviaire hautement pathogène dans la sous-région. Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie nationale. Tel est le thème du Sabel 2018. Un thème qui confirme l'ambition de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso d'améliorer la qualité des produits de l'élevage, mais surtout de les rendre compétitifs dans un environnement contrôlé par l'importation de viande et autres produits animaux extra-africains. Il y a un effort qui a été fait dans le domaine de transport des animaux où avant il y avait beaucoup de barrages. Ces barrages pratiquement n'existent plus et tous les faux frais ont été supprimés pour ne pas alourdir vraiment le travail de ceux qui viennent nous aider dans le domaine de la commercialisation du bétail. Il est important que ces secteurs qui valorisent et l'emploi, qui valorisent et également l'amélioration des conditions de vie, soient un secteur qui soit valorisé. Ce salon qui referme ses portes le 1er décembre prochain veut formuler des réponses adaptées aux défis qui se présentent en Afrique en matière d'élevage et d'halieutique. La Côte d'Ivoire y partagera sa riche expérience dans le domaine de la pisciculture. Et dans le secteur économique, le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Kanvali Diomandé, vient d'être élu pour un mandat de 3 ans à la présidence de l'Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l'usage du français. C'était lors de l'Assemblée générale de l'organisation du 22 novembre dernier à Niamey, au Niger. Kanvali Diomandé inscrit son mandat en mettant l'accent sur la formation. Créée en 1994, cette association a pour objectif de favoriser dans les États membres les bonnes pratiques de gouvernance des finances publiques. Et puis on vous l'annonçait en titre, depuis le 1er novembre dernier, les opérations de dédouanement au corridor de Noé tournent au ralenti. Plus de 152 camions chargés de marchandises sont abandonnés à cette frontière douanière. La raison, le refus des opérateurs économiques de procéder au dédouanement de leurs marchandises conformément à la réglementation en vigueur. Ce bras de fer douanier-commerçant coûte à la Côte d'Ivoire environ 1,5 milliard de francs CFA de pertes financières. Lanciné Bakayoko. À la fin de la crise post-électorale et en raison du manque d'infrastructures dans les bureaux frontières, les douanes ivoiriennes avaient autorisé, à la demande des opérateurs économiques, une évaluation au forfait selon la taille des véhicules et la nature des marchandises passant par les bureaux frontières. Une mesure que les douanes ont décidé d'annuler depuis le 1er novembre, non seulement pour régulariser les procédures, mais surtout pour sécuriser les recettes. Une décision précipitée et unilatérale aux conséquences désastreuses selon les commerçants. Un accord depuis 2011. Subitement, vous nous appelez dans le mois de juillet pour dire que bon, voilà, on va mettre fin à ça. Le nouveau tarif, les gens ne peuvent pas. Résultat, plus de 152 camions remplis de marchandises abandonnés au corridor de Noé. Selon les propriétaires, l'évaluation des frais de dédouanement à partir de la valeur transactionnelle que la douane veut remettre en selle entraînerait également une augmentation des droits et taxes non prévus par les opérateurs économiques lorsqu'ils passaient les commandes. Rien que du dilatoire, loin de la vérité. Les différents acteurs ont été bel et bien informés. Il s'agit juste d'un problème de civisme fiscal. Des opérateurs qui refusent de se soumettre à la loi fiscale, à la loi douanière, et qui refusent que les marchandises soient dédouanées suivant la valeur dite transactionnelle. La méthode de la valeur transactionnelle est le mode d'évaluation qui prend en compte le prix effectivement payé ou qui sera payé et qui est consigné en général sur la facture d'achat sous réserve que ce prix ne soit pas contestable. Un dispositif appliqué à double vitesse au dire des commerçants. Pendant que Noé est bloqué, mais d'autres frontières, les marchandises passent. Comme Takikoro, comme Niablé. Il
faut pas faire 2 poids 2 mesures. C'est pour ça qu'il y a un blocage. Sur ce point, l'administration douanière assure que c'est tout le territoire douanier qui est concerné par la réglementation en vigueur. Qu'ils acceptent de venir dédouaner les marchandises suivant la valeur transactionnelle, laquelle valeur transactionnelle s'applique aux opérateurs qui passent par le port d'Abidjan, laquelle valeur transactionnelle s'applique aux opérateurs qui passent par l'aéroport d'Abidjan, laquelle valeur transactionnelle désormais s'appliquera à tout opérateur qui se présentera à un bureau de douane ivoirien, que ce soit Noé, que ce soit Takikoro, Niablé, Wangolo, Pogo, Sipilou, partout où un opérateur économique se présentera au bureau des douanes, il se verra appliquer la valeur dite transactionnelle. Pour rappel, l'objectif annuel assigné au bureau de douane de Noé est de 26,6 milliards de francs CFA. Pour ce mois de novembre, ce sont 2 milliards de francs CFA de recettes qui sont attendus. Malheureusement, au 25 novembre, ce sont seulement 400 millions qui ont été mobilisés, soit un manque à gagner de 1,5 milliard de francs CFA. Et sur la question des réfugiés ivoiriens, une réunion régionale sur la situation des réfugiés ivoiriens de la crise post-électorale de 2010 s'est ouverte à Abidjan ce mercredi. Cette rencontre vise la mise en place de stratégies pour le rapatriement volontaire de ces Ivoiriens réfugiés hors du territoire national. Plusieurs représentants des pays de la sous-région prennent part aux travaux de réflexion qui permettront de dresser une feuille de route dynamique pour le retour d'environ 23 000 réfugiés ivoiriens. Et puis, l'on se souvient de ce drame survenu à Yopougon dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 novembre dernier. Un incendie meurtrier y a emporté 8 membres d'une même famille. Une semaine après le sinistre, le gouvernement ivoirien apporte son soutien à la famille endeuillée. Moustapha Diaby et Serge Koléa. Le jeudi 22 novembre 2018, date de triste mémoire pour la famille Togbouedou. 8 membres ont péri dans l'incendie de leur habitation située à Yopougon-Trois-Rouges. Ce drame a soulevé une vive émotion au sein des populations. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukouné, est venue exprimer la compassion du gouvernement. Au nom donc du président de la République, au nom du Premier ministre, nous sommes venus apporter la compassion de la nation entière à cette famille endeuillée. Le président de la République m'a chargé de remettre symboliquement la somme de 5 500 000 francs. 5 millions pour la famille endeuillée, pour l'aider dans la prise en charge des frais funéraires, et 500 000 francs aux voisins, à la cité, parce qu'ils vivent en communauté. Cet élan de solidarité des autorités ivoiriennes a été salué par le porte-parole de la famille Togbouedou. Mais nous ne faisons que remercier Monsieur le Président de la République, remercier le vice-président, le Premier ministre et tout le gouvernement à travers ce geste d'aide et de promptitude. Une semaine après la tragédie, la douleur reste vive. 8 morts, dont 4 filles décédées dans des conditions atroces. Et pour un contrôle efficace des incendies, la Gestosie a testé ce mercredi son dispositif anti-incendie, un exercice avec activation de son plan d'opération interne qui s'est déroulé au terminal pétrolier d'Abidjan. L'objectif étant de tester l'efficacité de l'organisation de cette société, sa réactivité face à un sinistre de grande ampleur et les moyens matériels de lutte contre l'incendie. Au terme de cet exercice, le directeur général de la Gestosie a rassuré les populations quant à la qualité du dispositif mis en œuvre. Et puis on se souvient, la semaine dernière s'est tenu le 8e sommet des Africités au Maroc. À cette occasion, la Côte d'Ivoire, à travers l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a partagé son expérience en matière de pratiques innovantes dans la gestion des collectivités. Le compte-rendu de Issa Yeo. Montrer les innovations dans la gestion des collectivités locales dans les différents pays africains. Cette préoccupation a fait l'objet d'un échange d'expériences entre plusieurs experts du continent. Initié par l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, cette rencontre a permis
de montrer les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de décentralisation. Les moyens financiers existent. Les moyens humains existent dans nos pays. Donc, si on fait une véritable promotion, un profil de carrière intéressant pour le personnel communal, et vous verrez que les choses vont aller de soi-même. Outre les aides de l'État, les collectivités locales bénéficient des ressources additionnelles grâce aux partenariats et coopérations avec d'autres structures hors du continent. Dans notre façon de travailler, nous mettons l'accent sur le développement du leadership des collectivités pour qu'ils apportent des solutions beaucoup plus innovantes en matière de développement économique territorial. Et c'est dans ce cadre que les régions de Sigasso, de Bobo, Banfora, du côté du Burkina Faso, et de Korogo, Fergué, la région de la Côte d'Ivoire, travaillent ensemble en collaboration pour mobiliser les synergies. Nous innovons dans notre façon de travailler dans le domaine de la production, la transformation et la commercialisation beaucoup plus des produits agroalimentaires parce que ce territoire est un territoire agricole. Ils ont les mêmes types de cultures. Création d'emplois, organisation des jeunes et des femmes en groupements sociaux sont autant d'actions utilisées par les élus locaux pour lutter contre la pauvreté. Dans notre volonté de créer des activités génératrices de revenus où on trouve les financements. Et donc, avec ce microcrédit-là dédié aux femmes, nous avons déjà cet instrument pour permettre l'auto-emploi. Avec les jeunes, grâce au PNUD, à travers le programme qu'on a appelé Programme d'appui à la sécurité urbaine, nous avons pu faire de nos jeunes des spécialistes en matière de viaculture. Cette rencontre de Livy Koussi a été marquée par la présence de plusieurs experts des pays africains, dont le Ghana, le Rwanda, le Mali et le Cameroun. Dans le domaine de la recherche scientifique, 3 chercheurs ont été sélectionnés par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Ils bénéficieront de bourses de soutien pour la recherche dans le cadre du prix ASCAD édition 2018. Le résumé de Franck Quadio. Félicitations. Elle est la première des 3 lauréats de la bourse 2018 de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Docteur Yao Clémentine de l'Institut Pasteur entend utiliser les bioherbicides pour juguler la question de l'impact néfaste des pesticides sur les plantes. Aujourd'hui, le problème des mauvaises herbes constitue une véritable contrainte biologique. Les moyens de lutte qui existent, bien qu'efficaces, présentent plusieurs limites et inconvénients. Ces herbicides chimiques, même par exemple, ont des effets néfastes sur la santé humaine, animale et environnement. Donc il faut trouver des alternatives de lutte moins nocives et plus respectueuses de l'environnement. Et c'est dans ce cadre que nous avons développé un projet pour mettre en place un bioherbicide à partir des espèces végétales de la Côte d'Ivoire. Aka Edwige explore la médecine traditionnelle comme solution contre les pathologies rénales. Et le 3e prix, Thio Karim entend réduire la fragilité immunodéficiente causée par les maladies diarrhéiques, surtout sur l'enfant. La cryptosporidiose, qui est une maladie diarrhéique qui affecte beaucoup les enfants et les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire les sidéens. Mais dans la médecine actuelle, il n'y a pas de médicaments efficaces pour lutter contre les maladies diarrhéiques chez les immunodéprimés. Et c'est ce parasite-là qui est à la base de l'amaigrissement avancé chez les sidéens. Nous avons voulu identifier les plantes de la pharmacopée ivoirienne qui peuvent être efficaces à détruire ce parasite-là. Compris entre 4,8 et 2,5 millions de francs CFA, les bourses sont un soutien à la recherche. Une façon pour l'ASCAD de jouer sa partition en tant qu'instrument consultatif pour le développement de la recherche et du savoir. Le président de l'Académie, d'ailleurs, appelle à l'implication de tous. C'est un appel à contribution que nous lançons à nos compatriotes. Ce serait à notre avis. Je voudrais donc terminer par la jeunesse. C'est processus qui devrait conduire notre pays à la puissance scientifique. Depuis le lancement de la bourse ASCAD en 2013, 12 chercheurs ont été financés pour un montant total de 60 millions de francs CFA.
Les réflexions sur la préservation du climat vont bon train. Pour son deuxième jour le Salon de la géométrie. Pour cette 4e édition, les experts jugent nécessaire l'intégration d'équipements technologiques dans la lutte contre les changements climatiques. Le résumé de Grace Kando. Cet équipement est un drone conçu pour la cartographie et l'agriculture. Il permet de survoler des milliers d'hectares, détecte et donne des informations sur les éventuelles anomalies au niveau de la production. Ces drones peuvent nous permettre aujourd'hui d'aider les firmes agricoles à faire donc, tout ce qui est évaluation au niveau de leur plantation. Et supposons que vous avez dans une plantation une inondation, on peut de façon rapide lancer un drone agricole pour pouvoir faire une prise de vue et détecter de façon précise les endroits sinistrés. La 4e édition du Salon international de la géomatique est aussi le lieu pour les exposants de présenter des outils et équipements technologiques permettant de lutter efficacement contre les changements climatiques à travers la maîtrise des données. Ces équipements servent entre autres à combattre les feux de brousse, le gaspillage des ressources en eau et en agriculture, la sauvegarde de l'environnement et des forêts. Avec la télédétection, les imageries satellitaires disponibles que nous avons pu mettre sur pied grâce à ceux qui réalisent ce salon, c'est le CNTIG et un appui de l'AFD, pour pouvoir mettre à disposition de tous les utilisateurs de la Côte d'Ivoire un outil capable de pouvoir donner des informations sur l'état de la couverture forestière. Des expositions qui séduisent des étudiants venus s'imprégner de ces technologies. Nous avons visité quelques stands, nous avons vu un peu le fonctionnement de quelques appareils. Je pense que cela m'est profitable puisque demain je suis amené à exercer dans le domaine. Le Salon international de la géomatique accueille plus de 1000 visiteurs et 30 exposants. Et toujours sur la question du climat, le gouvernement brésilien a annoncé ce mercredi 28 novembre son refus d'accueillir l'édition 2019 du sommet de la COP25. Selon l'AFP, le gouvernement brésilien s'est vu contraint de prendre cette décision en raison de restrictions budgétaires et du processus de transition avec la nouvelle administration qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2019. Le Brésil était le seul candidat à organiser la COP25 devant se tenir du 11 au 22 novembre 2019. Les diplomates polonais y arrivent. Président de la COP24 ont jusqu'à 2 semaines pour trouver une nouvelle destination à la session 2019 du Parlement mondial sur le climat. Et puis l'actualité internationale de ce mercredi 28 novembre nous conduit au Gabon, à Madagascar et au Nicaragua. Ahmed Traoré et Abdoulaye Koné. Au Gabon, après des semaines d'incertitude, le président Bongo va mieux et va poursuivre sa convalescence à Rabat à partir de ce mercredi 28 novembre, affirme son épouse dans un communiqué. Selon la première dame, ce transfert vers le Maroc a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé du président. La présidence gabonaise garde toujours un mystère sur la cause exacte de la maladie d'Ali Bongo. Le gouvernement, de son côté, a affirmé que la convalescence au Maroc sera de courte durée, car le chef de l'État reprendra très rapidement le travail. À Madagascar, un second tour devra départager le mois prochain les 2 anciens présidents malgaches, André Rajoelina et Marc Ravalomanana. Ces 2 candidats sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle, selon les résultats définitifs proclamés ce mercredi par la Haute Cour constitutionnelle. Aucun des 36 candidats en liste le 7 novembre dernier n'a obtenu les 50% des voix requis pour être élu dès le premier tour. André Rajoelina est arrivé en tête avec 39% des suffrages devant Marc Ravalomanana, 35%. Les 2 hommes se retrouveront pour un second tour le 19 décembre prochain. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé de nouvelles sanctions économiques contre Rosario Murillo, épouse du président du Nicaragua, par ailleurs vice-présidente du pays. Et pour cause, une grande partie du peuple réclame le départ du président Ortega, jugé autoritaire et corrompu. Les manifestations dans le pays ont fait plus de 320 morts. Ces sanctions économiques semblent être un levier efficace contre le couple présidentiel qui reste sourd aux pressions politiques.
Un résumé de l'actualité internationale proposé par Abdoulaye Koné. Et la note sportive de ce 23h en football, la 13e édition de la CAN féminine. Le compte-rendu de la demi-finale, l'Afrique du Sud et le Nigeria se sont qualifiés pour la finale. Le Nigeria a sorti le Cameroun de la course après une séance de tirs au but et un score de 0 partout. L'Afrique du Sud, quant à elle, s'est imposée au Mali sur un score final de 2-0. Patrick Dadier et Samuel Metch. La première demi-finale à Accra Sport Stadium a vu la victoire des Super Falcons du Nigeria, qui après un score vierge au temps réglementaire se sont imposés lors des épreuves fatidiques des tirs au but 4-2. Durant la rencontre, les Nigérianes ont essuyé les assauts des Camerounaises sans pour autant rompre. Le Nigeria, en 12 confrontations officielles, bat le Cameroun pour la 11e fois. La seconde demi-finale, mettant aux prises Banyana Bana d'Afrique du Sud aux Aiglones du Mali, a tourné à l'avantage des Sud-Africaines 2-0 malgré la détermination de la sélection malienne. 31e minute, Gatana va ouvrir le score. Un score qui est par la suite corsé en toute fin de partie par Ramalege pour l'Afrique du Sud. Les Banyana Bana et les Super Falcons se retrouvent samedi pour la grande attraction quand le Mali et le Cameroun s'expliqueront lors de la petite finale. Et ces informations marquent la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, même heure, pour d'autres informations sur RTI 1. Excellente soirée chez vous.